Donc, bonjour à tous. Quelle action publique dans un monde territorial en transition? Mon propos ce matin va consister d'abord à vous montrer comment, depuis le début de la décentralisation, on construit l'action publique, sur la base de quelle représentation, quels sont les critères qui fondent l'efficacité publique. Donc, je vais passer assez vite sur cette première partie. Et ensuite, j'essaierai de vous décrire deux grands processus. Un premier processus qui est plutôt économique, en lien avec la tertiarisation de l'économie et la métropolisation. Et un deuxième processus dont on parle pas très souvent, mais qui est pourtant très important, c'est l'évolution des modes de vie et comment cette évolution des modes de vie bouleverse les pratiques territoriales et au final le fonctionnement même des territoires. On essaiera de voir ensuite comment ça atterrit l'ensemble de ces processus sur votre territoire et surtout comment ces évolutions combinées doivent nous interroger sur la manière dont on construit des politiques publiques et comment on déploie des équipements et des services. Et puis je terminerai avec une quatrième partie sur finalement cet enchaînement de crises, de la crise économique, crise politique avec les gilets jaunes et crise sanitaire. Qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui ? Et comment on doit adapter l'action publique à ces évolutions récentes. Donc le premier point, c'est comment s'est construite la décentralisation et comment on travaille aujourd'hui. Comment les collectivités, comment les communes, comment les établissements publics de coopération intercommunale construisent leur politique publique. Il y a un point très particulier, c'est que finalement, on a deux notions clés qui ont guidé toute la décentralisation et qui continuent à nous guider. La première notion, c'est ce fameux périmètre, et la deuxième notion, c'est les compétences. On part d'un constat finalement qui est que l'efficacité des politiques publiques, elle est directement dépendante de la pertinence sur le déploiement, sur le périmètre sur lequel on le déploie. Et donc finalement, depuis 30 ans, depuis 40 ans, en matière de décentralisation, qu'est-ce qu'on fait ? On essaie de trouver ce fameux territoire de vie, ce fameux périmètre. Et l'idée sous-jacente, c'est qu'il est possible de définir un périmètre institutionnel qui corresponde aux réalités socio-économiques, socio-démographiques. En gros, il est possible de trouver une échelle dans laquelle on arrive à plus ou moins enfermer l'ensemble des habitants. La deuxième notion clé, c'est cette question des compétences. Et là, l'idée sous-jacente, c'est qu'il est possible de définir un niveau optimal de déploiement d'une compétence avec ce fameux principe de subsidiarité, à l'échelon qui est le plus proche du citoyen. On ne délègue que quand c'est nécessaire. Et donc, en gros, depuis à peu près 40 ans, et c'est encore très présent aujourd'hui, on travaille autour de ces deux notions clés que sont le périmètre et les compétences. Et on essaie d'articuler ces deux dimensions. À partir de là, on a un certain nombre de représentations, de grandes représentations. D'abord, la représentation du territoire, ensuite la représentation de ce qu'est la société, la collectivité et l'intérêt général. Et vous verrez, ces différentes définitions sont assez intéressantes à regarder. Le territoire, depuis le début de la décentralisation, c'est une petite nation. On a le sentiment que le territoire, on prend une nation, c'est un plus petit modèle, mais finalement que ça fonctionne de manière assez équivalente. En gros, c'est un système qui est plutôt auto-centré. Tout se passe à l'intérieur du territoire. Il y a peu d'échanges. L'image, ça serait plutôt une île au milieu d'un océan. On a une deuxième conviction, c'est que les lois du développement économique des territoires sont équivalentes aux lois de la macroéconomie. Donc les territoires se déploient, se développent selon les mêmes modalités, avec une attention forte à l'économie productive. Et puis la troisième idée, c'est que les territoires, comme les nations, sont en concurrence. Ils sont en concurrence pour attirer de l'emploi, pour développer des équipements, pour attirer de la population. La deuxième définition qu'on a, c'est celle de la société. Et on a encore une définition de la société qui est plutôt un tout homogène, plutôt une société qui est formatée par la relation au travail, avec une unité de lieu. Les gens vivent à proximité de l'endroit où ils vont travailler, et une forte unité de temps. Les gens vivent finalement tous dans les mêmes rythmes de société. On n'a pas trop de décalage de temporalité. Donc unité de lieu, unité de temps. Plutôt des gens qui vivent principalement à l'intérieur du territoire et des gens peu mobiles. Sur la collectivité, de la même manière que le territoire, c'est une nation en plus petit, la collectivité, c'est un État plutôt en réduction. Vous voyez, donc des personnes juridiques distinctes de l'État, une clause de compétence générale, pas de tutelle d'une collectivité sous une autre, et on verra tout à l'heure que la corrélation, c'est ce fameux principe d'autonomie. Et puis le dernier élément, c'est l'intérêt général. On définit dans la tradition républicaine française l'intérêt général comme étant l'intérêt supérieur de la nation. Quand on travaille au niveau des territoires, l'intérêt général, c'est vraiment l'intérêt supérieur du territoire.
Avec ces représentations, on a encore un certain nombre de principes. Donc, il y a 4 grands principes qui guident aujourd'hui l'action publique. Le premier principe, c'est l'égalité. Le deuxième, c'est la proximité. Ensuite, on a cette fameuse autonomie et puis le monopole. Donc, je vais vous les détailler de manière assez rapide. Donc, l'égalité, au départ, c'est vraiment au fronton de la République, mais ça devient très vite une promesse territoriale. Et au nom de l'égalité, on a le sentiment que finalement, tous les territoires doivent se développer. Tous les territoires doivent avoir accès au développement. Et la deuxième traduction de ce principe d'égalité, c'est qu'au nom de l'égalité des territoires, finalement, tous les habitants doivent avoir accès à un niveau équivalent d'équipements et de services qui, dans un pays comme la France, dans lequel il y a peu de monde, mais il y a du monde de partout, va induire un modèle de développement des équipements et des services relativement coûteux. Le deuxième principe qui est vraiment fondamental, et on en parle en permanence, c'est le principe de la proximité. C'est vraiment le principal marqueur de l'efficacité territoriale, de l'efficacité publique. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on donne à cette notion de proximité une définition très particulière. Ce qui est proche, c'est ce qui est à côté de l'endroit où j'habite. Donc on a une dimension très géographique, très physique de cette proximité. Et on voit bien aujourd'hui que c'est bousculé par les modes de vie, mais ça reste quand même le principal marqueur de l'efficacité territoriale. On a ensuite cette autonomie, ce principe d'autonomie qui régit les collectivités. Donc au nom du principe, chacun développe ses propres politiques. Chaque territoire va chercher à se doter de l'ensemble de la gamme des équipements et des services. Et puis, chaque strate territoriale va développer sa propre organisation de la proximité, ce qui va conduire à un vrai foisonnement des proximités qui, du point de vue de l'usager, n'est pas véritablement quelque chose de très facile à vivre. Et puis, on termine par le monopole. Tout ce qui est relatif à l'intérêt général doit être sous maîtrise d'ouvrage, en tout cas public. Voilà, la puissance publique a une prérogative d'organisation de tout ce qui relève de l'intérêt général. Voilà. Donc aujourd'hui, en gros, voilà comment on travaille. On travaille à partir de ces deux notions clés que sont le périmètre et les compétences. On a une définition très claire du territoire qui est plutôt une nation en plus petit et une collectivité qui est un État en plus petit. Et puis on a ces fameux 4 grands principes, le principe de l'égalité, le principe de la proximité, l'autonomie et le monopole. Voilà comment est structurée aujourd'hui la pensée territoriale et comment dans les collectivités, à partir de quels principes se déploie l'action publique. Le problème, c'est que ce monde bien ordonné, il n'existe plus. Il n'existe plus parce que, je vous le disais tout à l'heure en introduction, alors il y a plein de choses qui sont passées, il y a les questions du numérique, il y a la question de l'évolution des modes de vie, il y a cette fameuse métropolisation, vous avez vu aussi la question de la crise des finances publiques, la réforme territoriale. Moi, je vais insister sur 2 phénomènes. Le premier phénomène, c'est la transformation de l'économie territoriale, et le deuxième phénomène, c'est la mutation des modes de vie. Le premier point, c'est la transformation de l'économie territoriale et on va commencer par la tertiarisation de l'économie. Sur ce schéma, vous voyez l'évolution de l'emploi sur les 30 dernières années. Qu'est-ce qui s'est passé en France? On a perdu près de 3 millions d'emplois industriels, on a perdu à peu près 1,4 million dans l'agriculture, on a perdu 125 000 emplois dans le bâtiment, et tout ça, ça a été compensé par l'emploi tertiaire, de manière importante. On a gagné plus d'emplois qu'on en a perdu. Et vous voyez, dans le tertiaire résidentiel, en gros, c'est quoi le tertiaire résidentiel? C'est le commerce, c'est les services à la personne. On a gagné 1,7 million d'emplois. Dans le tertiaire productif, tout ce qui est conseil aux entreprises, tout ce que les entreprises ont externalisé, on a gagné 3,3 millions d'emplois et 4,5 millions d'emplois dans le tertiaire public. Et bien évidemment, cette évolution de l'économie, elle va avoir une conséquence majeure sur le fonctionnement de l'économie. Globalement, on passe d'une économie productive, vous voyez, dans les années 70, ça se partage à moitié 50-50 entre le productif et le présentiel. On va passer sur une économie où aujourd'hui en France, on a à peu près 80% de l'emploi salarié qui est de l'emploi tertiaire. Et la traduction, c'est que l'emploi va sortir des territoires pour rentrer dans les villes. On assiste depuis une trentaine d'années à un mouvement continu de concentration de l'emploi dans les plus grandes villes. Donc c'est la grande carte que vous avez sur votre droite. Plus le rond est important, plus le nombre d'emplois est important. Vous voyez 4 millions d'emplois à Paris, 800 000 à Lyon. Et plus la couleur est importante et foncée, plus le rythme d'accroissement de l'emploi était important. Donc qu'est-ce qu'on voit depuis une trentaine d'années? Qu'avec la tertiarisation de l'économie, on a une concentration de l'emploi dans les grandes métropoles. Et vous voyez que si on se concentre uniquement sur 2018,
On a 84% des nouveaux emplois créés, donc du solde positif d'emploi, qui s'est concentré dans les aires urbaines de plus de 500 000 habitants. Donc c'est un phénomène qui a encore tendance à augmenter. On a un autre phénomène qui est important, c'est que même si on garde des unités de production, elles ne se traduisent pas par le même nombre d'emplois qu'on pouvait observer dans les années 80. C'est les travaux de Pierre Vels qui nous montrent ça. Ils nous montrent que la production française a été multipliée par 2 entre 1995 et 2015, mais que pour multiplier par 2 cette production, on a divisé par 2 le nombre d'heures travaillées. Donc on peut avoir les unités de production, mais on n'a pas mécaniquement le nombre d'emplois à côté. Donc première chose à retenir, tertiarisation de l'économie, ça se traduit par quoi? Par des emplois qui partent des territoires et qui rentrent dans les villes. Le problème, c'est que les habitants ont fait exactement le chemin inverse. Ils étaient majoritairement dans les villes et ils ont plutôt eu tendance à investir le périurbain. Donc vous voyez, depuis 1990, les grands pôles urbains ont perdu 1,4 million d'habitants et ça s'est fait essentiellement au profit des communes périurbaines qui, elles, ont gagné 2,7 millions d'habitants. Donc des emplois qui rentrent dans les villes et des gens qui ont plutôt tendance à sortir des villes, en lien bien sûr avec des attentes en matière d'habitat des Français, mais aussi un phénomène qu'on a peu commenté qui est l'évolution du coût du logement. Quand on regarde l'évolution du coût du logement, en gros, il est parallèle à l'évolution des modes de vie de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 2000. Et à partir de 2000, on a une décorrélation complète du coût du logement. Et vous voyez, on passe d'un indice 100 à un indice 135 pour l'évolution des revenus, et on va passer à 208. Donc on double en 10 ans, le coût du logement est multiplié par 2 en 10 ans. Et on va même être à 244 quand on va être dans des régions comme l'Île-de-France. Donc un phénomène très particulier, c'est que des gens vont avoir de plus en plus de mal à se loger dans les grandes villes, et ils vont consacrer une part de plus en plus importante de leurs dépenses à se loger. Vous voyez, 6% dans les années 60, 12% dans les années 80, on est à 28 aujourd'hui, mais ça veut dire que pour les ménages les moins aisés, c'est des taux d'effort qui sont considérables. 55% des ressources consacrées au logement pour les 10% de personnes, les 10% des ménages qui sont les plus faibles. Et donc, on a effectivement une appétence des gens pour sortir, mais on a aussi surtout une vraie difficulté économique à se loger dans les grands pôles urbains. Et on verra que ça va avoir là aussi un effet sur la géographie urbaine, c'est qu'on va avoir des populations aisées dans les villes et on va avoir aussi les populations pauvres dans les villes et on va avoir tendance à repousser les populations intermédiaires en périphérie. On a parallèlement à ça une baisse de la mobilité résidentielle. Et on verra que ce phénomène est lié à 2 éléments. C'est le fait, on le verra tout à l'heure, qu'il y a de plus en plus de femmes qui travaillent. Et donc, dans les couples, on a des biactifs, de plus en plus de couples de biactifs, c'est-à-dire des couples dans lesquels l'homme et la femme travaillent. Et on a eu un accroissement très important de la mobilité professionnelle. C'est quoi la mobilité professionnelle? C'est des gens qui changent d'emploi chaque année. Et donc, on va voir que la capacité pour un couple dans lequel il y a 2 actifs à trouver 2 emplois simultanément à côté du même domicile va devenir quasiment nulle et les gens vont changer leur stratégie résidentielle. Je vous l'expliquerai tout à l'heure. En tout cas, ce qu'on constate, c'est une stratégie résidentielle des ménages qui baisse. Les gens, avant, allaient se mettre à proximité de l'endroit où ils travaillaient. Ils vont aujourd'hui se mettre dans des endroits qui leur donnent accès à plusieurs gisements d'emploi et ils vont privilégier ensuite les conditions de mobilité et les services, et notamment les services publics, qui les aident à vivre au quotidien. Ensuite, on passe dans l'évolution des structures démographiques. Donc là, vous le voyez, eh bien quand même, un point qui est fondamental, c'est la diminution de la taille des ménages. Vous voyez, aujourd'hui, on a 62% des ménages qui sont sans enfants, avec un très fort développement des familles monoparentales. On était, vous le voyez, à 3,1 personnes par ménage dans les années 70. On est aujourd'hui, en 2020, entre 2,16 et 2,14, et on va se rapprocher des 2 dans les années 2030. Donc on a une diminution continue de la taille des ménages. Vous voyez aujourd'hui sur cette courbe, la courbe bleue, c'est l'évolution des ménages d'une personne. La courbe verte, c'est l'évolution des ménages avec enfants. Donc de plus en plus de ménages composés d'une seule personne et de moins en moins de ménages avec enfants. Un autre phénomène qui est fondamental, c'est le vieillissement de la population. Attardez-vous sur ce qui est en bas. Vous voyez que dans les années 68, enfin en 1968, on a 1 personne sur 8 en France qui a plus de 65 ans. On est aujourd'hui à 1 sur 5 et en 2060, on aura 1 personne sur 3 en France qui aura plus de 60 ans.
C'est encore une fois une évolution sociodémographique dont on parle peu, mais qui va avoir sur le fonctionnement des territoires un impact considérable. La place du travail. 2 éléments à retenir sur la place du travail. Je vous disais tout à l'heure l'évolution du travail féminin. Dans les années 70, il y a moins d'une femme sur 2 qui travaille. Aujourd'hui, le taux d'activité féminin est équivalent au taux d'activité masculin. Donc, sur les stratégies résidentielles des ménages, une évolution considérable. Autre point qui est important, c'est le temps consacré au travail. Alors, tout le monde a le sentiment de beaucoup travailler. En gros, on consacre 10% de sa vie à travailler aujourd'hui, contre 40% au début du XXe siècle. Et donc, quand je vous disais tout à l'heure qu'on avait la conception d'une société très formatée dans la relation au travail, ben, on va voir que le travail il prend une place un peu moins importante, ce qui va amener les ménages à avoir des comportements différents. Donc une place du travail qui évolue fortement, notamment du fait du travail féminin et du fait du temps global consacré au travail. Le développement de la mobilité physique. Donc la mobilité résidentielle baisse, mais la mobilité physique, elle a explosé. Donc vous voyez, 5 km par jour et par habitant dans les années 60, on est à 45 km aujourd'hui, avec une distance domicile-travail moyenne de 30 km, 18 pour les cadres, 40 pour les ouvriers. Donc cette mobilité physique qui explose. Contrairement à ce qu'on pense, le coût de la mobilité est stable. Alors on a beaucoup commenté cette question de la mobilité au moment des Gilets jaunes. Quand on raisonne en coût réel, c'est-à-dire en nombre d'heures travaillées, le coût de la mobilité est stable depuis à peu près 30 ans. Si la part des ménages consacrés à la mobilité a augmenté, c'est essentiellement parce que les distances ont augmenté, les distances parcourues ont augmenté. Mais le coût de la mobilité est stable, alors qu'on l'a vu tout à l'heure, le coût du logement a complètement explosé puisqu'il a été multiplié par 2 sur les 10 dernières années et il continue aussi à augmenter. Une autre mobilité dont on parle peu et qui est pourtant importante, c'est la mobilité professionnelle. Je vous disais tout à l'heure, la mobilité professionnelle, c'est les gens qui changent d'emploi chaque année. Donc avant, ce n'était pas rare qu'on fasse toute sa carrière dans la même entreprise. Aujourd'hui, vous voyez, 18% des chefs de ménage changent d'emploi chaque année. Si on enlève les gens du public qui, par définition, ne changent pas d'employeur, on passe à 43. Donc une mobilité professionnelle qui a explosé, notamment sur les moins de 35 ans, hein, entre le début de la vie professionnelle et 35 ans, donc, où là, c'est un enchaînement de petits contrats, donc une vie professionnelle, une mobilité professionnelle qui explose, et combinée au couple de biactifs, je vous le disais tout à l'heure, ça change complètement les stratégies résidentielles des ménages. Tout ça, ça amène quoi ? Ça nous amène à une société qui va être construite sur la mobilité. Vous voyez, quand on est en 1982, il y a moins d'1 actif sur 2 qui travaille en dehors de la commune dans laquelle il habite. Et donc, vous voyez, aujourd'hui, on a 64% des actifs qui, eux, travaillent en dehors de leur commune de résidence. Alors, on s'est dit, la solution à ça, c'est l'intercommunalité. Et donc, on a élargi les périmètres en se disant, si on élargit les périmètres, on verra que les gens restent à l'intérieur. La dernière carte, celle que vous avez en bas, c'est la carte des intercommunalités telles qu'elles existent aujourd'hui. On a divisé par 2 en 10 ans le nombre d'intercos. Et vous voyez que vous n'avez que 25,43% des EPCI, des intercommunalités, qui sont équilibrés en emploi actif. Donc finalement, en regardant cette carte, on voit que l'élargissement des périmètres n'a pas véritablement résolu ce problème de la dissociation spatiale entre l'habitat et le travail. Donc, deuxième point important, la désynchronisation des temps sociaux. Je vous disais tout à l'heure qu'au départ, on a la conviction que tout le monde travaille dans la même temporalité. Hein, c'était les rythmes qui étaient imposés par la société industrielle. Vous voyez qu'aujourd'hui, il n'y a que 37% des actifs qui sont dans cette séquence de travail-là. Et donc, on a de plus en plus de gens qui travaillent dans des horaires désynchronisés. Dernier élément qui a beaucoup bougé, qui est considérable, c'est le développement des inégalités. On est dans une société dans laquelle l'ascenseur social a été très fort pendant très longtemps. Donc, on avait une société qui progressait et globalement, tous les ménages progressaient au rythme de la progression globale. Certains allaient beaucoup plus vite que d'autres, mais globalement, tout le monde progressait. Vous voyez ce qui s'est passé sur les 10 dernières années. On a une augmentation du revenu des ménages qui est quand même considérable, mais l'essentiel a été capté par les 10% les plus riches et surtout, pour la première fois, on voit que ceux qui sont en dessous du revenu médian, hein, qui partagent la population, enfin les ménages en 2, constatent des baisses de pouvoir d'achat. C'est la première fois que ça arrive. C'est-à-dire que jusqu'à présent,
On avait des évolutions, certains allaient beaucoup plus vite que d'autres, mais globalement, tout le monde progressait. On est aujourd'hui dans une société où, globalement, on continue à s'enrichir, c'est capté par les 10% les plus riches, et en dessous du revenu médian, on a des ménages qui perdent du pouvoir d'achat. Et le dernier élément qui ressort, qui est celui-ci, c'est une étude de l'OCDE de 2018 qui montre qu'il faut en France 6 générations pour passer du premier décile, c'est-à-dire quand on est dans les 10% des ménages les plus pauvres, au revenu médian. Donc ça veut dire qu'on a un rapport à l'avenir qui a complètement bougé. On était à peu près 3 ou 4 dans les années 60. Vous voyez que quand on est au Danemark, en Norvège, en Suède, c'est entre 2 et 3. On est aujourd'hui dans un pays qui est un des pays les moins inégalitaires du monde, mais on est dans un pays dans lequel le déterminisme social est le plus important, c'est-à-dire que le capital culturel ou le capital économique des parents explique la trajectoire sociale des enfants. Et c'est quelque chose qui est en train de s'aggraver, vous le voyez sur cette étude. Donc, quand on finit par cette évolution-là, la carte qui est en haut, vous voyez, c'est la carte des cadres. Et en gros, on voit que les cadres, ça reprend la carte des métropoles. Donc tous les gens qui ont du pouvoir d'achat, et on le voyait tout à l'heure quand je parlais des distances domicile-travail, 30 km, 17 pour les cadres, 40 pour les ouvriers. Les cadres, et notamment les personnes qui ont le plus de pouvoir d'achat, qui ont les moyens de se loger dans les grandes agglomérations, se logent dans les grandes agglomérations. Les personnes, contrairement à ce qu'on pense, et on a beaucoup parlé de ça après les Gilets jaunes, les personnes les plus pauvres ne sont pas en périphérie. Les personnes les plus pauvres sont aussi dans les villes et dans les banlieues. La carte en dessous, c'est la carte des cadres moyens et des techniciens. Ce qu'on a repoussé en périphérie, ce ne sont pas les personnes les plus pauvres, ce sont les cadres, c'est la classe moyenne. Donc en gros, aujourd'hui, la géographie de la France, c'est des riches et des pauvres dans les villes et des classes moyennes en périphérie. Vous voyez que tout ça, forcément, ça bouscule beaucoup le premier schéma que je vous montrais tout à l'heure. On voit que les territoires ne fonctionnent pas de la même manière, on voit que la société ne fonctionne pas de la même manière, et la première conséquence qui sort de cette combinaison, c'est que le territoire, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas une nation en plus petit. Ça fonctionne de manière complètement différente. On a une vraie spécialisation fonctionnelle des territoires avec de l'économie productive qui est plutôt dans les grandes villes et des territoires périphériques qui vont plutôt vivre de l'économie résidentielle. On a des lois du développement territorial qui n'ont rien à voir avec les lois de la macroéconomie. Pour la plupart des territoires, l'enjeu, ce n'est pas de produire de la richesse, c'est capter des revenus et de réinjecter ces revenus dans l'économie locale. Je suis un territoire périphérique, j'ai des actifs qui vont travailler dans la ville, ils rapatrient sur le territoire des masses salariales. L'enjeu, c'est comment je réinjecte ces masses salariales dans la consommation locale. Et le dernier élément, c'est que forcément, ça met en interaction les territoires et la segmentation classique entre l'urbain, le rural, le périurbain, ça ne dit plus rien du fonctionnement réel des territoires. En gros, le territoire en France, c'est ça. Ouais, c'est ces grands systèmes territoriaux, avec souvent au milieu une métropole, et ensuite des territoires qui sont sous influence, sous interaction. Alors, l'interaction, elle est double. Ce n'est pas que la métropole ou la grande ville qui donne à travailler aux territoires périphériques. C'est aussi les territoires périphériques qui vont avoir besoin c'est aussi la métropole qui va avoir besoin des territoires périphériques pour loger une partie de ses actifs, pour localiser certaines activités. Et donc, on est aujourd'hui dans une géographie qui n'a plus rien à voir avec la géographie qu'on avait dans les années 80. On a aujourd'hui des grands systèmes territoriaux dans lesquels les territoires sont interdépendants. La deuxième chose que ça change, c'est effectivement la fin des périmètres. On voit bien aujourd'hui, c'est une phrase de Jean Viard, que je me rappelle un élu qui disait dans mon territoire, il y a 100 000 habitants. Il disait la nuit, parce que le jour, je ne sais pas où ils sont. Et on a effectivement, pour reprendre le propos de Jean Viard, chaque individu aujourd'hui a un territoire dans lequel il dort et une multitude de territoires dans lesquels il va vivre. Et donc tout ça, ça fait effectivement exploser les réseaux, les périmètres, et on a de plus en plus de mal à trouver ce qui était le postulat de départ, c'est-à-dire un périmètre institutionnel qui arrive à couvrir les réalités sociodémographiques. Voilà. Donc aujourd'hui, voilà ce qui se passe. Je vous montrerai tout à l'heure sur votre territoire, mais voilà ce qui se passe tous les jours en France. Ce sont les relations domicile-travail. Tous les jours, vous voyez, vous avez l'intégralité de ces flux sur le territoire national.
Je vous parlais tout à l'heure de la question de la proximité. Et cette définition très particulière, ce qui est proche, c'est ce qui est à côté de l'endroit où j'habite. On a fait une étude dernièrement sur les taux la présence des gens dans les territoires et l'ouverture des services publics. Ça se chevauche à moins de 20%. La plupart du temps, quand les services publics sont ouverts, mais même les services privés, les gens ne sont pas dans le territoire dans lequel ces services sont développés à leur intention. Et donc on voit aujourd'hui, quand on interroge les usagers, qu'ils ont une définition complètement différente de la proximité. Ils disent ce qui est proche, c'est ce qui est près de là où je suis, pas de là où j'habite, quand j'en ai besoin, et donc là, ça renvoie à l'ensemble de ces désynchronisations dont je parlais tout à l'heure, et avec les moyens qui sont importants pour moi, et c'est notamment la question du numérique. Quand avec un smartphone, vous pouvez réserver une table d'hôtel ou un billet à l'autre bout de la France ou à l'autre bout de l'Europe, vous avez du mal à ne pas comprendre qu'avec le même smartphone, vous ne puissiez pas régler votre carte de cantine ou votre créneau pour vos enfants. Donc on a une notion de la proximité qui a complètement changé et on passe dans une vraie logique d'accessibilité. Et aujourd'hui, quand on interroge les gens, ils nous disent mais on ne veut pas forcément le service là où on habite, mais on veut le service là où on est. Et on veut notamment avoir accès aux services de la grande ville. Donc on est vraiment en train de passer d'une logique de proximité à une logique d'accessibilité. Et puis un autre élément qui est vraiment fondamental, c'est que quand on est dans des grands systèmes interdépendants, eh ben, on ne peut plus se contenter d'empiler les politiques comme on le faisait jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on travaillait comme ça, c'est-à-dire que finalement, chaque strate territoriale déployait sa propre politique sans trop regarder ce qui se faisait à côté. On voit aujourd'hui qu'avec les lois, on est dans une forme de chaînage, mais demain, ce qu'il faut, c'est que la même politique soit déployée à l'ensemble des échelles. Je vous prends par exemple la question de la mobilité. Il y a 10 ans, ou 15 ans, quand on interrogeait les gens, première attente vis-à-vis des collectivités, l'emploi. Aujourd'hui, première attente dans tous les territoires, la mobilité. Si vous prenez une politique de mobilité, à quel échelon vous la confiez? En fait, cette politique-là, elle part du quartier, du partage de l'espace public. Est-ce que je vais laisser un peu plus de place au mode doux, au vélo, aux piétons? Elle passe à la commune, la politique de stationnement. Elle passe à l'interco, la politique de transport en commun. Dans l'interterritoire, on va avoir les questions de covoiturage, on va avoir les questions de RER. Donc en fait, c'est la même politique que vous allez déployer à l'ensemble des échelons. Et donc ça change complètement ce principe d'autonomie des collectivités où chacun finalement fait un peu ce qu'il veut sans regarder au-dessus, sans regarder à côté. Et aujourd'hui, et on le verra tout à l'heure avec les questions de transition, on est forcément obligé de basculer dans des logiques coopératives. Donc vous voyez que ça change à la fois le territoire, la manière de construire des politiques publiques. Comment ça s'est traduit sur votre agglo? Vous voyez que depuis 1975, vous avez une augmentation de la population qui est importante et une augmentation de votre emploi qui est importante, puisque dans votre territoire, à l'échelle communautaire, il y a près de 30 000 emplois en plus. Par comparaison, il y en a eu 170 000 en plus à Lyon. Vous en avez 52 000 à Grenoble, mais vous voyez que vous avez une performance économique qui est équivalente à celle d'une ville, d'une agglomération comme Clermont-Ferrand. Donc votre performance économique est plutôt bonne. Quand je vous parlais de l'évolution de l'emploi dans les métropoles, vous voyez les meilleures métropoles, enfin celles qui sont les plus performantes, Toulouse qui a créé 243 000 emplois, Aix-Marseille, et puis dans des catégories intermédiaires, des villes comme Montpellier ou Rennes qui ont créé énormément d'emplois. Donc on a vraiment ce phénomène de concentration, mais vous avez une performance économique qui est loin d'être négligeable, avec notamment ce qu'on appelle un indicateur de concentration d'emploi, c'est la capacité du territoire à donner à travailler à ses actifs. En gros, qu'est-ce qu'on fait? On voit le nombre d'emplois et le nombre d'actifs. Eh bien, vous avez plus d'emplois que d'actifs, et on le verra tout à l'heure, ça a une influence parce que vous donnez à travailler à beaucoup de territoires périphériques. Comment se répartit l'emploi? Vous voyez qu'il y a 43,9% de l'emploi qui est dans la ville de Valence même. Si on élargit un peu, qu'on passe un peu à l'agglomération, on est à près de 60%. Donc vous voyez, on a bien ce phénomène de concentration forte des emplois. Et si on rajoute Romans et Bourg-de-Péage, on a près de 80% des emplois de tout votre territoire qui est concentré en 6 communes. Ce qui est assez paradoxal, c'est que finalement, ce poids, il a baissé.
Hein, vous le voyez là, donc si on compare 75 à 2017, on voit que le poids de Valence a un peu baissé, le poids de l'agglomération de Valence est assez stable, le poids de Romans et de l'agglomération de Romans a baissé, et globalement, il y a un peu moins d'emplois concentrés aujourd'hui qu'il n'y en avait dans les années 75. Mais quand même, hein, on revient quand même sur ce chiffre-là, près de 80% des emplois qui sont concentrés dans 6 communes. Si on regarde ensuite comment a évolué cet emploi, je vous parlais tout à l'heure de la tertiarisation de l'économie. Donc une autre manière d'arriver à lire les territoires, c'est de parler de sphère productive et de sphère présentielle. La sphère productive, c'est l'industrie et les services à l'industrie. La sphère présentielle, c'est le commerce, les services à la personne et une grande partie des services publics. Sur les près de 30 000 emplois que vous avez créés depuis 1975, vous voyez que la grande majorité, c'est ce qu'on appelle des emplois présentiels. Vous avez créé 1786 emplois dans la sphère productive et 28 151 emplois dans la sphère présentielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous savez, il y a cette grande théorie en économie territoriale. Est-ce que c'est les gens qui suivent les emplois ou est-ce que c'est les emplois qui suivent les gens? Et bien là, on voit bien que c'est plutôt l'évolution de votre population qui a été le facteur entraînant de la création d'emplois, notamment des emplois présentiels. Donc je vous parlais tout à l'heure de l'évolution des sphères. Effectivement, hein, vous voyez qu'en 75, dans votre territoire, vous êtes quasiment à moitié-moitié. Aujourd'hui, les 2/3 de votre emploi, c'est l'emploi présentiel. Quand on regarde sur comment ça se distingue par rapport à la France métropolitaine, vous avez effectivement dans la sphère présentielle, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez souvent, une part d'emploi public qui est considérable, hein, puisque vous avez près de 22,8% de l'emploi qui est de l'emploi public sur votre territoire. Et vous voyez, le productif, c'est quasiment l'équivalent du productif. Bien évidemment, hein, on a un phénomène, ce phénomène de tertiarisation et de basculement de la sphère productive vers la sphère présentielle qui est accéléré dans les cœurs de ville, dans les grandes villes, à Romans et à Valence. Tout ça, je vous dis, ça a des influences considérables sur le fonctionnement des territoires. 71% des emplois du territoire sont occupés par des actifs qui habitent votre territoire. Mais ça veut dire qu'il y a près de 30% des emplois de votre territoire qui sont occupés par des gens qui sortent de l'extérieur. Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, vous êtes déjà dans un EPCI XXL. Et c'est notamment, hein, vous voyez, la communauté d'agglomération Archaglo. Voilà, donc vous avez effectivement pas mal d'emplois qui sont occupés par des actifs qui sortent. Ce qui est intéressant, c'est de voir le poids de ces emplois parmi les actifs de ces EPCI. Et donc, vous le voyez, ça c'est considérable. Vous avez près de 60% des actifs qui habitent dans la communauté de communes de Rhône-Cruzol qui travaillent chez vous. Vous voyez, quand on parlait de système tout à l'heure, vous voyez l'influence. Alors effectivement, en pourcentage d'emplois par rapport à vos emplois, c'est faible parce qu'il y a un effet base, mais par rapport au nombre d'actifs chez eux, c'est considérable. Et si vous prenez la communauté d'Archaglo ou la communauté de communes de Val-de-Rhône, vous voyez que c'est près de 30% à chaque fois. Donc les emplois sur votre territoire donnent à travailler, enfin votre territoire donne à travailler à au moins 3 EPCI de manière considérable. Si on regarde où vont travailler vos actifs, ben, il y en a 84% qui travaillent dans le périmètre communautaire. Et donc ça dit quoi? Ben, ça dit beaucoup de la pertinence de votre périmètre. Parce que là, pour le coup, vous êtes un vrai territoire de vie, puisque les gens ne sortent pas majoritairement. Hein, il y a des territoires dans lesquels on est à 50, 60, 70% des gens qui vont sortir des territoires équivalents. Là, vous voyez que vous avez 84% des gens qui restent dans le périmètre communautaire. Vous dépendez très peu des autres territoires. Et par contre, il y a 37,5% des actifs qui travaillent dans leur commune de résidence. Donc, cette illustration pour l'économie, je vous le disais tout à l'heure, ben voilà ce que ça donne. Ça, c'est vos migrations, vos domicile-travail tous les jours. Hein, votre territoire qui est traversé par des flux, forcément, ça impacte son fonctionnement. Ensuite, comment ça s'est passé au niveau de la population? Vous avez 3 courbes. La courbe bleue, c'est la variation annuelle de population.
La courbe rouge, c'est le sol naturel. La courbe verte, c'est le sol migratoire. C'est quoi le sol naturel? C'est la différence entre les décès et les naissances. Le sol migratoire, ceux qui rentrent, ceux qui sortent. Et c'est toujours très intéressant de voir que la variation de la population est directement corrélée au solde migratoire. Ce qui va avoir un impact important, notamment sur le vieillissement de la population. On va s'apercevoir que les territoires qui n'ont pas d'apport de population nouvelle ont une accélération du phénomène de vieillissement. Donc vous avez gagné 11 000 habitants sur les 10 dernières années. Et regardez comment ça s'est structuré. Je vous parlais de vieillissement tout à l'heure. Regardez comment ça s'est passé dans votre territoire. 11 000 habitants de plus. Les 0,29 ans, c'est 110 habitants de plus. Les 30-59 ans, c'est 720. Les plus de 60 ans, c'est 11 893. Ça veut dire que vous avez plus d'augmentation des plus de 60 ans que d'augmentation totale de votre population. Ça, c'est une illustration du vieillissement des territoires. Ce n'est pas spécifique à votre territoire, mais ça, quand on le montre de cette manière-là, ça montre l'ampleur du phénomène. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir comment a évolué le parc de logement par rapport à la population. Donc vous voyez, hein, plus 11 000 habitants toujours, plus 8 760 résidences principales. Si on est en bassin 75, on voit effectivement la décorrélation. Hein, on est quasiment à 3 habitants par résidence principale en 75, on est à 2,24. Mais si on regarde sur les 10 dernières années, l'augmentation de résidences, ça permet de loger un logement supplémentaire. C'est non pas 2,24 en moyenne, c'est avec l'effet de cohabitation sur le stock, 1,29 habitants par résident supplémentaire. Ce qui explique, on l'avait déjà vu, que même dans des territoires qui construisent, on peut avoir plus de construction et moins de population. Là, on est sur un phénomène de décohabitation qui est important. Regardez comment ça s'est traduit. Hein, donc, effectivement, des couples, les ménages d'une personne qui ont fortement augmenté. Au passage, c'est la catégorie de ménages la plus représentée sur le territoire. Des couples sans enfants qui baissent, des couples avec enfants qui baissent aussi, et des familles monoparentales qui augmentent. Donc vous voyez que cette évolution des structures démographiques, elle est effectivement bien présente sur votre territoire. Ça se traduit par quoi, tout ça? Ça se traduit par des consommations foncières, notamment en lien avec l'habitat, importantes. Hein, vous voyez, vous avez artificialisé 518 hectares, c'est 0,56% du territoire, c'est légèrement au-dessus de la moyenne nationale, mais ce n'est pas une surconsommation par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres territoires. Donc voilà comment ces éléments se sont traduits sur votre territoire. Pour finir, je voudrais vous sensibiliser à 4 grands défis pour le monde d'après. Vous voyez qu'en gros, ce que je vous décrivais, c'est comment s'est construite la décentralisation, quelles sont les conceptions, les visions qu'on a du fonctionnement des territoires et qu'est-ce qui vient le bousculer. On ne s'est déjà pas encore adapté à la métropolisation et à l'évolution des modes de vie, qu'on a déjà la question des transitions, du développement des inégalités, de l'interdépendance territoriale et de la crise de légitimité publique. Sur les transitions, quelques mots. D'abord, l'élargissement du spectre des préoccupations environnementales. Pendant très longtemps, on s'est focalisé sur le réchauffement climatique, les émissions de gaz à effet de serre. On voit bien aujourd'hui que la question de l'épuisement des ressources de la planète, la perte de biodiversité, ça devient un élément majeur. Perte de biodiversité et surtout destruction des habitats naturels qui favorise le développement des maladies transmises de l'animal à l'homme. Et puis, l'épuisement des ressources de la planète, je vous ai indiqué le concept du jour du dépassement. Le concept du jour du dépassement, c'est une organisation non gouvernementale qui calcule chaque année à quel moment on a épuisé les ressources que la planète est capable de régénérer en une année. Dans les années 70, c'était décembre. Aujourd'hui, on est en juillet. Et le jour du déplacement est calculé d'une autre manière, c'est l'impact de chaque modèle. Si tous les habitants de la Terre vivaient comme les Américains, il faudrait 5 planètes. Si tous les habitants de la Terre vivaient comme les Français, il faudrait 3,7 planètes. Donc on voit bien aujourd'hui qu'on est sur un élargissement des préoccupations environnementales. Tout ça, ça nous amène effectivement aux limites de ce concept de crise environnementale, parce que pendant très longtemps, en gros, on avait des politiques environnementales et des politiques classiques. Là, avec cette question du jour du dépassement, ou cette question de l'impact des modèles et même de l'anthropocène, c'est vraiment la question de la capacité
à ne gérer que des externalités négatives du développement. Et c'est la question de est-ce que finalement, dans un territoire, dans un monde fini, tous les territoires peuvent se développer. Et on le verra tout à l'heure, quand on regarde tous les territoires, ils n'ont que des stratégies de croissance. Toujours plus d'habitants, toujours plus d'emplois, toujours plus d'équipements. Donc comment on gère finalement cette contradiction entre ce qu'on entre dans la boîte à outils des politiques territoriales et puis cette question des limites environnementales. Donc on est bien dans cette recherche d'un nouveau modèle, un nouveau modèle qui n'épuise pas les ressources du territoire, mais qui maintienne ses équilibres. Je vous le disais tout à l'heure, si on n'a pas un apport de population de l'extérieur, on a un vieillissement qui est important. Donc l'équation, elle est extrêmement compliquée à résoudre, hein, entre comment on ne met pas le territoire sous tension et comment on gère les équilibres du territoire. Ce qui est clair par contre, et là ça va, on le reviendra tout à l'heure, mais ça va vraiment impacter le développement des politiques publiques, c'est qu'on ne peut plus se contenter d'avoir ces politiques en silo. Si vous prenez par exemple la politique d'amélioration de l'air, c'est la politique de l'habitat, c'est la politique de la mobilité, c'est la politique agricole, c'est la politique industrielle. Vous êtes obligé de décloisonner l'ensemble de vos politiques publiques si vous voulez aborder cette question des transitions. Ce qui ressort également, et ça c'est plutôt intéressant, c'est qu'on voit bien qu'émergent de nouveaux référentiels du fonctionnement des territoires. Pendant très longtemps, les territoires, c'est un compromis entre opportunités et aménités. Les opportunités de développement, d'emploi, les aménités, la qualité de vie, est-ce que j'ai pas trop de pollution, etc. On voit bien aujourd'hui qu'il y a un troisième critère qui intervient dans la tête des habitants, c'est cette question de la résilience et cette question de la capacité d'un territoire à protéger ses habitants. Et donc, ça renvoie à la préservation des ressources, ça renvoie au fait de la relocalisation d'activités vitales qui permettent de répondre à des besoins essentiels. On parle d'autonomie alimentaire, d'autonomie énergétique, d'autonomie sanitaire. Et ça renvoie aussi au niveau de services publics dans les territoires. On voit bien que les territoires qui ont le mieux résisté au dernier épisode de crise sanitaire, c'était vraiment ceux qui avaient un très fort équipement. Et tout ça, eh bien, c'est en train de faire basculer la hiérarchie territoriale. On était très pro-métropolitain sur les 10 dernières années. On voit aujourd'hui qu'il y a un regard sur les territoires qui est en train de changer et qu'il peut y avoir un regain d'intérêt des habitants pour les villes moyennes, pour les territoires périurbains et même pour les territoires ruraux. Selon ce triptyque, quelles sont les opportunités, quelles sont les aménités et comment ce territoire se comporte dans des situations de crise, donc le troisième triptyque qui est la résilience. On a cette question du développement accéléré des inégalités, donc je l'ai évoqué tout à l'heure, je vais aller très vite. En gros, c'est la fin de la théorie du ruissellement. La théorie du ruissellement, c'est quoi? C'est je développe un territoire, finalement, socialement, il va se développer aussi. On voit bien aujourd'hui que ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que je vous ai montré tout à l'heure, c'était la distribution des revenus supplémentaires qui est de plus en plus inégalitaire. Et ça ne marche pas notamment par rapport à cette question du rapport à l'avenir. Donc la question sociale, elle devient une question en tant que telle. Et on ne peut plus, et c'est vraiment l'exemple métropolitain, simplement dire je développe mon territoire et finalement la question sociale se résoudra d'elle-même. Ensuite, pour finir, 2 points. Comment on construit l'action publique à l'âge de l'interdépendance territoriale ? On voit bien qu'on arrive aux limites d'une logique dans laquelle chaque territoire, chaque collectivité, elle produit ses politiques indépendamment sans se poser la question de ce que font les autres. On voit bien que l'extension des périmètres n'est pas nécessairement la solution. On est arrivé au bout de ce modèle, mais on voit surtout qu'on est à la limite de la volonté de spécialisation des compétences. Parce qu'on est dans des systèmes territoriaux, et dans des systèmes territoriaux, les enjeux sont multiscalaires, et parce qu'on a la question des transitions, et dans les transitions, il faut des approches transversales qui décloisonnent les politiques. L'autre élément qui est important, c'est qu'on voit bien qu'on est un peu à la fin d'un cycle qui a été celui qui était engagé par la loi Chevènement de 1999, hein, finalement, qui a consisté à une dévitalisation progressive des communes. Il y a une impulsion qui a été donnée par la loi Engagement et Proximité, mais bon, c'est plutôt l'émotion des Gilets jaunes, donc est-ce que ça va continuer? On verra. Mais surtout, on voit bien les effets de bord de l'élargissement des périmètres intercommunaux. Hein, je vous le disais tout à l'heure, on a diminué le nombre d'intercommunalités de près de 52%. Mais dans le même temps, le nombre de communes a été diminué de 4%. Ça a 3 conséquences. La première conséquence, c'est des questions de gouvernance sur les EPCI XXL. La deuxième, c'est la dilution des poids des villes-centres. Et la troisième, c'est qu'effectivement, il y a toujours des compétences qui réclament une forme de proximité ou de réactivité. Et donc, aujourd'hui, on voit bien qu'on a 3 modèles en débat.
la territorialisation des actions communautaires. Hein, je prends la compétence à l'échelle de l'interco, mais je la déploie par sous-bassin. La question de la restitution de certaines compétences. Pour la première fois, on voit des intercos qui redonnent des compétences, notamment à des villes-centres qui ont été recomposées. Hein. C'est Annecy qui est passé de 50 000 habitants à 120 000 habitants en créant une commune nouvelle, ou de plus en plus la coopération et l'exercice partagé commune EPCI. En gros, alors, c'est le troisième élément, hein, on dit souvent les intercos sont riches, les communes sont pauvres. Je rappelle qu'en France, 71% de la richesse du bloc local, c'est encore les communes qui l'ont, et qu'on n'arrive pas à bouger cette situation-là. Donc en gros, ce qui est en train plutôt de se décider, c'est vraiment des intercos qui font des choses, qui font avec les communes, voire qui aident à faire. Hein, on change un peu ce logiciel de dévitalisation continue des communes. Et puis le dernier point, et je m'arrête là, c'est vraiment cette question de la crise de légitimité de l'action publique. Hein, regardez les dernières élections. Bien sûr, il y a la question du Covid, mais quand même, on a une vraie crise de la représentation. On voit bien qu'on a des citoyens qui se détournent des formes de représentation, mais toutes les formes de représentation syndicales, associatives, pas que politiques. On a aussi cette question de voir des citoyens qui se détournent d'institutions qui sont suspectées d'être incapables de peser sur leur sort. Et puis on a ces fameux mouvements de municipalisme, de communalisme qui se développent de plus en plus, avec finalement ce qui est remis en cause, c'est des gouvernances très verticales. Et voilà, la question des communs, la question de tous ces éléments-là, hein, on le voit aujourd'hui, ça remet en cause finalement la manière dont on a travaillé jusqu'à présent. Le numérique vient bousculer ça. Quand vous êtes dans une politique de mobilité, avant on développait les transports en commun, on essayait de faire du report modal. Aujourd'hui, avec le covoiturage, vous ne produisez pas, vous organisez, et le numérique gère la complexité organisationnelle liée à ces fameuses productions parcellaires du service. Donc on a toute une série d'éléments qui font qu'aujourd'hui, la sphère publique, elle n'a plus seule, et c'est pour ça que c'est important d'avoir des démarches dans lesquelles les citoyens sont partie prenante, elle n'a plus seule le monopole de la définition de ce qui relève de l'intérêt général, et elle n'a plus seule la capacité à jouer cette fonction d'autorité organisatrice des grands services, et voire même d'autorité productrice. Voilà, les 4 points qui me semblent, sur lesquels il faut vraiment être attentif, il me semble, c'est vraiment cette question des 4 ruptures. Hein, comment on pense le territoire à l'âge des transitions, comment on sort de ces injonctions à la croissance et comment on essaie de maintenir des équilibres en ayant des politiques à la fois transversales et interterritoriales. La question du développement des inégalités, cette question de l'interdépendance territoriale qui est majeure parce qu'effectivement, on ne résout pas tout par le périmètre, on ne résout pas tout par les compétences. Et puis la question de demain, comment on a des formes de gouvernance qui donnent plus de place aux citoyens. Merci.